C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, la preuve qu'il n'y a pas de base militaire française au Bénin est établie. Le document sur lequel se base le Niger pour l'affirmer est en réalité détourné de son contexte initial. C'est ce que révèle le fact-checking de notre service web. Le Fonds des Nations Unies pour la population et le gouvernement se donnent la main pour accroître le financement national pour les produits de santé. Point de départ, un atelier d'appropriation du plaidoyer SMART pour la mobilisation des ressources. Et puis, loin des studios, les journalistes s'essayent au beach handball, une séance qui entre dans le cadre des activités de l'association Élan Média pour marquer la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Les autorités nigériennes l'ont plusieurs fois affirmé, mais il n'y a pas de base militaire française au Bénin. Le document sur lequel elles se fondent est en réalité un reportage diffusé le 10 mai dernier sur la chaîne de télévision publique du Niger. Le service web de l'ORTB a vérifié l'information et le fact-checking révèle que la vidéo a été détournée de son contexte initial. Les raisons qui l'attestent avec Ariane Da Silva. Le document audiovisuel diffusé par la RTN est fondé sur l'enquête journalistique de la presse française Le Média, publiée le 22 février 2023, avant l'arrivée du régime militaire nigérien au pouvoir le 26 juillet 2023. L'enquête intitulée « Bénin à la recherche des mystérieux soldats français » n'établit pas l'existence d'une base militaire française au Bénin. Selon son auteur, le journaliste français Thomas Dietrich, l'enquête est utilisée à des fins de manipulation. Il déclare sur son compte X, je cite, « Mon reportage au nord du Bénin date de janvier 2023. Il n'y avait pas de base secrète française à Kandi et à ma connaissance, il n'y en a toujours pas. » Le journaliste précise aussi dans une vidéo que des instructeurs français étaient déployés dans le cadre de la lutte antiterroriste au Bénin et déjà rapatriés en France. Thomas Dietrich, très engagé contre la politique France-Afrique, dénonce la manipulation de son travail à des fins de propagande d'un État contre son voisin. L'autre point important, c'est que la France et le Bénin démentent l'accusation du Niger. Une base militaire, ça se construit à deux. Le Bénin n'est pas demandeur et n'a reçu aucune demande sur le sujet, avait réagi le chef d'état-major général des forces armées béninoises le 9 décembre 2023. Non, il n'y a pas de base militaire française au Bénin. Il n'y a pas non plus de mission militaire permanente ici, a assuré le chef d'état-major des armées françaises au Bénin. Le fact-checking dévoile aussi que le Bénin ne figure pas sur la liste des pays abritant une base militaire française en Afrique. À la date du 15 mai 2024, les bases militaires françaises en Afrique se retrouvent dans 5 pays, indique un article de Banuto. Les 5 pays sont Djibouti, le Gabon, le Tchad, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Pour finir, l'absence de cadre juridique qui acte l'installation d'une prétendue base militaire française au Bénin. Bien que le président de la République soit le chef des armées, selon l'article 54 de la Constitution, son pouvoir en matière militaire est soumis au cadre législatif et constitutionnel. Il n'y a pas non plus de loi votée par le Parlement qui autorise le gouvernement à permettre à la France d'installer une base sur le territoire béninois, comme l'exige l'article 145 de la Constitution. Par conséquent, selon les résultats du fact-checking, la chaîne nigérienne a tronqué le reportage de Le Média pour prouver le soupçon non fondé du régime militaire du Niger. Rien n'établit donc l'existence d'une base militaire étrangère au Bénin. La mise en œuvre des réformes dans le secteur de la décentralisation suit-elle son cours dans les départements de l'Atakora et la Donga? Pour s'en assurer, le ministre Raphaël Akoteyon a tenu une séance d'échange avec les élus communaux, une dernière étape de sa tournée dont il ressort avec une bonne moisson de doléances. Jean-Claude James et Yves Agodopessi. 2 communes sur les 4 de la Donga sont visitées par l'autorité de tutelle. Kopargo et Djougou, un échantillon retenu par Raphaël Akoteyon pour apprécier le chemin parcouru après 2 ans de réformes structurelles dans le secteur de la décentralisation.
a paru indiqué d'aller à la rencontre des acteurs de premier plan que vous êtes, afin d'ausculter avec vous les mutations subséquentes induites. Je voudrais, au regard de tout ce qui précède, rassurer chacun de vous de l'engagement ferme de mon département ministériel à répondre promptement, dans la limite de ses prérogatives et moyens, évidemment, à toutes vos sollicitations d'intérêt général concourant à donner le meilleur à nos citoyens. Ces élus communaux et cadres du département ont saisi la perche et les ont partagés avec le ministre les problèmes qui freinent le développement des communes. Il paraît important d'envisager une évaluation de cette réforme. L'administration préfectorale est aussi confrontée à quelques difficultés. Nous devons mener la lutte pour vraiment éradiquer la production de l'alcool frelaté qui nous tue à grande échelle. Avant la Donga ce vendredi, le patron de la décentralisation au Bénin et sa suite étaient dans le département de l'Atakora pour le même exercice. Accroître le financement national pour les produits de santé reproductive et de planification familiale, c'est l'objectif du Fonds des Nations Unies pour la population et le gouvernement béninois. Ils ont initié un atelier d'appropriation du plaidoyer SMART pour la mobilisation des ressources. Le point de la rencontre avec Evariste Zomoron et Samirat Tchabimane. Le plaidoyer SMART approche de cofinancement gouvernement Fonds des Nations Unies pour la population réunis pour 4 jours à Grand Popo, les acteurs du partenariat en charge de la santé sexuelle et reproductive UNFPA Supplies pour un élargissement de l'accès aux contraceptifs et aux médicaments de santé maternelle. Il est devenu plus évident que la planification familiale est l'un des piliers importants pour le développement de nos communautés. Elle est une stratégie appropriée pour améliorer les indicateurs de développement socio-économique. Le but ici est de s'appuyer sur le plaidoyer SMART, cette approche qui génère des résultats à court terme afin de garantir l'accès à une large gamme de produits de santé reproductive à toutes les femmes et filles lorsqu'elles le souhaitent. Le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a fourni des efforts louables qui sont passés de 33,1% en 2014 à 29,9% en 2021. Il est important de faire plus d'efforts pour réduire plus considérablement les besoins non satisfaits en planification familiale. Moi, j'étais convaincu que la matière qu'ils vont élaborer cet après-midi va construire une très bonne base pour mettre en œuvre une bonne stratégie de plaidoyer. Cet atelier de renforcement de capacité axé sur l'approche de plaidoyer SMART aura, d'après les acteurs, un impact significatif sur la mobilisation des ressources domestiques pour la santé reproductive et la planification familiale au Bénin. Pendant ce temps, les violences basées sur le genre et la santé reproductive sont au cœur d'une enquête de Afrobaromètre. Elle est réalisée au Bénin par IREG, Innovante Recherche en économie et gouvernance, son représentant au plan national. L'étude a porté sur les conditions de vie des femmes et les difficultés auxquelles elles sont confrontées au quotidien. Gilles Dansou et Simon Villon ont assisté à la séance de restitution. L'IREG, Innovante Recherche en économie et gouvernance, partenaire national de Afrobaromètre au Bénin, est engagé depuis 5 années dans la collecte des données liées à la violence basée sur le genre et la santé reproductive. Ces thématiques ont été abordées au cours de ce 10e round des données Afrobaromètre, des résultats présentés aux spécialistes du domaine pour appréciation. Il ressort de cette collecte de données d'opinion sur les VBG, la santé reproductive, que la majorité des Béninois estiment qu'il n'y a aucune raison qui pourrait justifier la violence que les hommes exercent envers leurs femmes. Et on note également que la majorité des Béninois approuvent l'autonomie des filles et des femmes quant à leur décision de se marier et
de leur procréation. On ne pourra pas dire que les Béninois sont pour les violences basées sur le genre. Et toutes les mesures qui ont été prises ou bien les initiatives prises par les gouvernants sont de nature, n'est-ce pas, à dissuader ce phénomène. Et ici, on note quand même qu'il y a des cas de violences basées sur le genre, même si certains répondants estiment qu'ils n'ont pas connaissance ou bien que ce phénomène n'est pas courant dans leur communauté. Quelques observations sont à noter. Des résultats qui portent sur le problème les enjeux de la santé reproductive au Bénin, notamment sur l'interruption de grossesse. Mais ils ont un niveau de tolérance par rapport à ce phénomène-là lorsque les femmes ont une santé qui se retrouve en danger lorsqu'elles gardent leur grossesse ou lorsque la grossesse a été issue d'un viol ou de l'inceste. On retient que les Béninois réclament une autonomie des femmes en matière de leurs décisions dans le mariage et également dans la procréation. En somme, il est question de l'autonomisation des femmes dans les prises de décision les concernant. La 18e conférence Interest 2024 a réuni à Cotonou des participants venus de plusieurs pays. Ils ont partagé des expériences sur des découvertes et autres stratégies à mettre en place pour lutter efficacement contre le VIH-Sida. Interest entend engager un dialogue inclusif en ce qui concerne le traitement antirétroviral et la prévention du VIH. Gilles Dansou et Benjamin Denayon. Cette conférence internationale rassemble à Cotonou des scientifiques, des cliniciens, des décideurs politiques et des acteurs du monde de la santé. Ils partagent leurs découvertes dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, avec plus de 39 millions de personnes infectées dans le monde, dont 1,5 million d'enfants et plus de 630 000 décès. Cette conférence représente une opportunité pour partager des innovations dans tous les domaines. Elle mettra en avant les connaissances de pointe dans la prévention de l'infection par le VIH, ainsi que le diagnostic et le traitement du VIH. De plus, elle contribuera d'une part à favoriser la création d'une communauté de soignants et de scientifiques africains pour faciliter la mise en œuvre de solutions locales pour la prise en charge des patients vivant avec le VIH et pour la prévention de la transmission du VIH, et d'autre part, à susciter la recherche, notamment chez les jeunes chercheurs du continent. Des avancées sont à noter dans certains pays africains, dont le Bénin. Certains pays africains, tels que le Botswana, l'Eswatini, le Rwanda, la Tanzanie et le Zimbabwe, ont déjà atteint l'objectif des 3x95. Au Bénin, les nouvelles infections et le nombre de décès dus au VIH-Sida ont diminué de moitié entre 2018 et 2023. En 2023, la population VIH au Bénin est estimée à 111 806 PV-VIH. Le nombre de personnes sous antirétroviral au 31 décembre 2023 est de 58 000 environ, parmi lesquels plus de 51 000 ont bénéficié des examens de charge virale avec un taux de suppression de plus de 90%. Des assises qui visent à assurer une mobilisation sans faille contre le VIH-Sida. De son côté, l'Organisation internationale DirectAid lance officiellement son programme de réalisation d'ouvrages hydrauliques. 60 forages sont prévus dans ce projet qui se veut une aide directe au développement du Bénin. Ramatou Labani et Patrick Edjossou. L'eau potable, une denrée rare, et dont la rareté influe sur le pronostic vital et la vie durable de l'être humain. Les ODD 2030, Objectifs de développement durable, ont ainsi classé en 6e position eau propre et assainissement. C'est à juste titre donc que cet objectif soit en directe ligne pour DirectAid, une organisation internationale installée au Bénin depuis des lustres. L'organisation internationale DirectAid apporte son appui aux populations béninoises à travers la construction de 60 ouvrages hydrauliques de type moderne à système solaire, répartis sur l'ensemble du territoire national. Au Bénin,
Malgré les efforts considérables du gouvernement, l'accès à l'eau potable n'est pas encore assuré pour toutes les populations rurales. C'est alors une contribution non négligeable au PAG, Programme d'action du gouvernement béninois. L'un des programmes phares du gouvernement de son Excellence Patrice Talon est de donner l'eau potable à toutes les populations du Bénin. Dans ce cadre, un vaste programme et des projets ont été élaborés, sont mis actuellement en exécution et cela se voit tous les jours. Je voudrais donc rassurer tous les autres partenaires que votre intervention en matière d'accès à l'eau potable est une intervention complémentaire. Elle ne vient pas remplacer ce que fait le gouvernement, elle ne vient pas en doublon avec ce que fait le gouvernement, elle ne vient pas pour contredire ce que fait le gouvernement. Les populations bénéficiaires sont rassurées que tous les travaux d'adduction d'eau se font et se feront dans les normes de qualité requises. DirectAid promet que son aide sera toujours directement utile, utilisable et utilisée. Pour un meilleur encadrement du foncier pastoral, l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane organise au profit des acteurs judiciaires et du monde agropastoral des ateliers d'information et de formation. Ils portent sur la gestion du foncier pastoral en République du Bénin. Les travaux se déroulent à Parakou. Michael Nouati et Enoch Rompati. Les pasteurs, lui, je crois qu'il n'est pas bon. Vous les venir. Tout ça, c'est quoi? Arrêtez, monsieur. Un petit sketch à l'air libre pour faire rire, mais surtout pour sensibiliser agriculteurs et éleveurs souvent opposés par des conflits à une cohabitation pacifique. Ces deux catégories d'acteurs de la sécurité alimentaire autour des spécialistes renforcent leur capacité en ce qui concerne la gestion du foncier pastoral. De plus en plus, il y a des tensions, il y a des conflits qui engendrent des pertes en vie humaine dans notre pays. Comment faire lorsque ces tensions surviennent? Ça veut dire que cet atelier a pour objectif de présenter les différents outils aux acteurs, de les aider à comprendre les mécanismes, les procédures qui sont dans nos instruments juridiques. De la procédure de gestion des conflits fonciers pastoraux au droit foncier en passant par le mécanisme de sécurisation du foncier pastoral, ces participants en savent davantage grâce à cet atelier d'information et de formation initié par l'APES, l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. Ce qu'on remarque aujourd'hui dans le paysage agricole, c'est qu'il y a une pression des ressources et ça tend à envenimer les conflits entre les différents acteurs qui utilisent ces ressources naturelles. Donc l'éleveur aujourd'hui, pour qu'il puisse produire correctement, accroître la production de son système d'élevage, a besoin d'un espace foncier et surtout l'espace foncier pastoral. Donc il faut que les éleveurs arrivent à comprendre leurs droits et devoirs, mais aussi il faut que les autres acteurs comprennent aussi leurs droits et devoirs parce que tout est écrit. La promotion et la valorisation du patrimoine culturel du monde pastoral, des objectifs de l'APES qui concordent avec ceux du gouvernement. Mes reconnaissances vont particulièrement à l'endroit de l'APES pour ses précieux apports à la gestion de la transhumance, de l'élevage pastoral et ses actions de sensibilisation pour une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs au Bénin et en particulier dans le département du Bornou. Ces journées d'information et de formation viennent après celles du personnel judiciaire. Les plaidoyers du chargé de mission du chef de l'État auprès des éleveurs de bovins ont payé. Le projet d'appui aux populations affectées par la crise sahélienne prend désormais en compte le Bénin, un soutien pour atteindre la cohésion sociale qui est indispensable pour tout développement. Le lancement officiel avec Jean-Claude James et Yves Agodopessi. Le chemin a été long, mais la persévérance du Bénin, touché au même titre que les autres nations par la crise sahélienne, a été couronnée. Comme les 4 autres pays, le Bénin va bénéficier des fonds du projet APAC. Vous avez écouté le représentant qui a dit que ça fait plus de 10 fois que je pose ce problème au niveau de la sous-région. Mais pour moi, c'est aujourd'hui une joie. Une joie parce que ce financement est pour tous les pays. Je suis très content parce que ça répond à ma demande. Je pense que nous sommes en train d'aider l'État
pour qu'il y ait vraiment une cohésion sociale au niveau du pays et ça doit aller. Il y aura des réalisations à faire. Il y aura des activités génératrices de revenus à mettre en place. Et il y aura également un fonds qui sera mis pour vraiment aider en cas d'urgence. 6 communes du Nord sont les bénéficiaires directs de ce projet, 4 dans la Takora et 2 dans la Donga. À ce lancement, les efforts de toutes les parties sont reconnus. Le projet APAC apporte un soulagement ici aux populations affectées, mais nous devons profiter de l'aubaine pour accentuer la coproduction de la sécurité pour une meilleure cohésion sociale entre les autochtones, les déplacés et les réfugiés. Je voudrais saisir l'occasion pour renouveler mes remerciements au Centre de crise et de soutien, entendez CDCS, et à Acting for Life, AFL, pour la confiance placée aux partenaires locaux, ACAD et UDOPER à Takora, Donga. Les activités prévues seront mises en œuvre en 18 mois, durée de vie de ce nouveau projet pour la cohésion sociale. Plus besoin de se déplacer pour faire une demande de correction ou notification sur les documents sécurisés délivrés par l'ANIP. Avec le mécanisme de sauvegarde des droits des usagers, toute personne peut faire des réclamations. Il lui suffira tout simplement à l'aide de son téléphone ou de son ordinateur de faire part de ses réclamations ou plaintes via une plateforme web de sauvegarde des droits des usagers. C'est ce que nous explique Jean Arholou. Il est le coordonnateur national du projet Ouri. 3 moyens sont proposés à travers ce mécanisme. Vous avez la possibilité, à travers les élus locaux, de faire parvenir votre recours, votre requête aux unités communales d'identification des personnes, les UCIP, qui sont présentes dans toutes les communes du Bénin. Vous avez la possibilité de vous rendre directement en ligne pour pouvoir poster votre requête et entendez bien, pour chaque type de requête, obligation est faite de pouvoir les traiter dans les délais légaux, qui sont des délais déjà prévus et transparents pour tout le monde. C'est un mécanisme qui constitue une garantie pour tous les citoyens, la population en matière d'identification. Je crois que nous avons suffisamment appris des opérations antérieures pour pouvoir faire face et répondre aux difficultés qui surviennent au fil des opérations à venir. L'ANIP, avec le soutien du projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, le projet Wouri, est passé à une deuxième étape d'approche du mécanisme d'enrôlement en mettant en place un dispositif d'enrôlement continu. L'enrôlement continu aujourd'hui s'effectue dans tous les arrondissements des grandes villes du Bénin. Ceci permet aux citoyens qui n'avaient pas pu se faire enrôler pendant la phase de l'enrôlement de masse qu'est le RAVIP, de se rendre aisément dans les unités communales d'identification de la population pour se faire enrôler. L'association Élan Média, en collaboration avec l'Association de la presse sportive et la Fédération béninoise de handball, a organisé les journées médias Bénin. L'une des activités prévues est le beach handball. Elle entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Les professionnels des médias se sont essayés à cette discipline sportive. Emmanuel Eunice Zounon et François Nissot. Vous pouvez prendre le ballon, lancer le ballon vers un partenaire. Les professionnels des médias reçoivent un cours sur les règles du jeu avant de s'affronter en équipe. La discipline sportive à l'honneur, le beach handball. Cette activité est l'une des nombreuses des journées médias Bénin. C'est une
très belle initiative d'associer les journalistes à une telle pratique. Ça permet à ceux-ci de maîtriser l'abécédaire du beach handball et dorénavant de faire sa promotion. Nous avons été instruits sur les règles de la pratique de cette discipline. Ça permet de nouer de nouvelles relations. Ce que je vois ici représente pour moi l'espoir, l'espérance, la vivacité, le dynamisme. Je suis très heureux de voir que les professionnels gardent une dynamique qui mérite d'être accompagnée. Cette initiative de l'association Elan Média et ses partenaires vise à contribuer au développement du sport au Bénin. Un moment de brassage et de cohésion sociale. C'est une occasion pour les professionnels des médias, après avoir passé tout ce temps-là dans les rédactions, de se retrouver, et il faut encourager les journalistes à davantage travailler. Ce type d'activité est vraiment à encourager parce que ça nous sort de notre cadre ordinaire, ça permet de se retrouver et ça permet également d'apporter un plus à notre santé. La journée Média Bénin entre dans le cadre des festivités de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai. Passionnés de sport, ces professionnels des médias sont prêts à tous les gestes utiles pour un journalisme libre et dynamique. Le gouvernement béninois, en son conseil des ministres de mercredi dernier, a acté la contractualisation avec le groupe Puma et la société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI en vue de la fourniture des matériels et équipements au profit des classes sportives. Une décision qui vient rehausser le niveau de la formation sportive dans nos écoles en vue de la détection des talents. Le projet Classe sportive est un programme novateur et inclusif. Sa mission première est l'initiation progressive des élèves au sport afin de faire éclore le talent qui sommeille en eux. 5 disciplines sportives, dont le football, sont au cœur de sa mise en œuvre. Le championnat scolaire régulièrement organisé depuis quelques années permet d'évaluer le projet. On a démarré le programme en 2018, 2017-2018. Il y a eu 816 encadrants, 88 classes sportives. On a examiné. Aujourd'hui, quelle est l'approche qu'on veut utiliser après analyse? C'est de compléter ces classes sportives pour donner plus de chances et rapprocher ces classes des CEG ou qui sont très loin, très éloignées des sites pilotes actuels. Si la consécration est au bout, avec des titres régionaux et des podiums continentaux, c'est au prix d'un travail bien élaboré et suivi par les encadreurs à divers niveaux. À cet âge, c'est surtout, il faut insister sur les capacités précoces, à savoir surtout la coordination, avoir des enfants coordonnés. Quand vous avez des enfants coordonnés, c'est des prédispositions pour l'élément technique. Des aspects bien précis sont travaillés pour permettre aux jeunes athlètes d'avoir des bases bien solides. Il n'y a que 2 moments au football. Nous avons la balle, nous n'avons pas la balle. Et il y a la période de transition. Au moment où on perd la balle, quelle est notre réaction? Au moment où on gagne la balle, tout de suite, quelle est notre réaction? Non, sur ce tableau, ça doit être assez clair, non seulement dans la tête, parce que ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas de jouer pour jouer, mais c'est de pouvoir avoir des enfants réceptifs, non seulement réceptifs, qui puissent réfléchir, savoir ce qu'ils font, pourquoi ils font, à quel moment. Les résultats des différentes sélections scolaires sur le plan continental et mondial donnent encore plus d'écho au projet. Pour l'heure, la pièce manquante pour pérenniser l'excellence recherchée, c'est la mise en place d'un centre national de formation à l'image de Clairefontaine en France pour accueillir la crème de nos jeunes sportifs scolaires issus de ce programme. Hors du Bénin, le suspect qui a attenté à la vie du Premier ministre slovaque en ouvrant le feu sur ce dernier est confié à la justice. Et si le pronostic vital du ministre n'est pas engagé, son état est jugé grave. La compilation de l'actualité internationale, c'est avec Virgile Arodéon. Le suspect de l'attentat contre le Premier ministre slovaque Robert Fico arrive au tribunal pénal de Pezinok, au nord-est de Bratislava, qui statuera sur son maintien en détention provisoire. L'homme, identifié par les médias slovaques comme étant le poète Juraj Sentula, âgé de 71 ans, a tiré 5 coups de feu sur le ministre Fico mercredi et l'a touché à 4 reprises. L'intervention chirurgicale, qui a duré 2 heures, a contribué à un pronostic positif sur l'état de santé du Premier ministre, qui est stable mais grave, a déclaré samedi la ministre Zuzana Dolinkova à la presse.
Des dizaines de migrants s'installent dans le sud du Mexique après avoir traversé le pays depuis le Guatemala en attendant de poursuivre leur voyage vers les États-Unis. Chaque année, des milliers de personnes fuyant la pauvreté et la violence traversent le Mexique en direction de la frontière américaine. Dans la capitale du Mexico, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, et du Guatemala, Bernardo Arivola, ont conclu vendredi des accords sur la sécurité, les infrastructures et le développement économique pour s'attaquer aux causes structurelles de la migration. Le Premier ministre cubain Manuel Marrero et l'ambassadeur de Chine à Cuba accueillent les touristes chinois qui arrivent à la Havane par le premier vol Pékin-Madrid-Havane depuis la pandémie du Covid-19. Air China a repris la liaison aérienne entre les deux pays qui avait été suspendue en raison des mesures de lutte contre la pandémie. Cuba offre également une exemption de visa aux voyageurs chinois. Lors de sa visite à Vérone, le pape François se rend dans la prison de Montorio où il rencontre des détenus. Dans son discours, il évoque le problème de la surpopulation carcérale et appelle à l'amélioration de la vie en prison. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.